Est-ce que Pluxee est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de l'avantage salarié. Bon, Pluxee, c'est une scission de Sodexo, février 2024. Donc, c'est la première cotation. Depuis, on a quand même bien décroché. Ça, au plus haut, à l'introduction en bourse, on allait à 29 €. Allez, il y a eu un plus haut à 31 €. Depuis, ça a été presque divisé par 2. Bon, maintenant, on semble un petit peu rebondir. Donc, est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On va réfléchir ensemble. Alors, globalement, c'est un secteur qui est en croissance. On est ici sur pas beaucoup d'historique, évidemment, puisqu'avant, il faut aller chercher dans les comptes de Sodexo pour trouver la croissance de cette activité. On est actuellement à 15% en médiane, avec peu d'historique. Et ça a bien ralenti quand même depuis l'introduction, enfin depuis 2023 en fait. On était à 25%, ça faiblit un petit peu. La dernière publication, donc elle n'est pas disponible dans l'outil ici, mais c'était 11% de croissance organique. Bon, ça réaccélère un petit peu. On est sur une boîte qui fait, alors je pense qu'ici la data elle est un peu polluée, mais en fait c'est une boîte qui fait maintenant beaucoup de fusion-acquisition pour la croissance, vu qu'en organique, finalement, il y a assez peu de croissance organique, ça va être corrélé en fait, à la croissance de l'emploi des pays où l'entreprise opère, en tout cas en organique. La croissance de l'emploi, elle va dépendre évidemment des cycles économiques, mais également de la croissance démographique. Bon, ça dépend des zones où on est, mais en Europe, il n'y a pas beaucoup de croissance démographique. Bon, on est sur, voilà, à mon avis, sur un business, plutôt maintenant de fusion-acquisition, plus que de croissance organique. Et d'ailleurs, bon, la donnée ici, elle est pas compréhensible, mais par exemple, ils ont fait une acquisition récemment de MyBenefits, en Roumanie. Voilà, donc ils font de la croissance externe. Et pourquoi ils doivent faire de la croissance externe? On va le voir après, mais c'est parce qu'ils ont de l'argent gratuit. Voilà. Alors, oui, c'est donc petit aparté sur le business model de ces entreprises, donc Pluxee et Edenred par exemple, c'est le rationnement. Ticket de rationnement, donc moi j'aime pas ce modèle d'affaires, puisque c'est très sujet à la réglementation et ça varie beaucoup. Mais à côté, les entreprises qui opèrent dans ce secteur, donc d'une part, elles ont une barrière réglementaire à l'entrée, et puis elles ont de l'argent gratuit donc, puisqu'elles ont leurs clients qui sont les entreprises qui versent de l'argent, et en plus, ensuite, elles peuvent le débloquer de manière rationnée à on va dire aux employés, aux salariés, pour ensuite payer des repas ou autre avantage salarié. Bon, donc dans l'interstice, on va dire, dans cet intervalle de temps, pardon, vous avez de l'argent que vous pouvez placer. Vous avez un float, un peu comme les assurances en réalité. Les assurances, elles ont un flottant, on va dire, en français. C'est-à-dire que c'est des primes versées par les assurés pour et ces primes sont ensuite déboursées. Donc tout l'art des actuaires, c'est de savoir quelle est la proportion quel est le montant estimé qui sera déboursé. Mais dans des intervalles de temps, tant qu'il n'y a pas de déboursement, vous pouvez placer cet argent donc sur des obligations, sur des actifs financiers. Pluxee, c'est un peu le même. Et Pluxee et Edenred, c'est le même modèle d'affaires. Vous avez un flottant. Pour le coup, là, vous êtes à peu près sûr que ça va être dépensé, que ça va être retiré par les salariés. Quoique, il y a des salariés qui cumulent des centaines d'euros d'avantages salariés sans jamais les retirer. Bon, avec dans l'intervalle de temps, ça vous fait du cash gratuit en fait, à disposition. Au niveau des taux de marge, en fait, le taux de marge brut, il a peu de sens sur cette activité. Le taux de marge opérationnel, il est à un niveau incroyable, 33%. Et vous avez besoin de rien pour faire tourner ce genre d'activité. C'est de l'IT, quoi. Il y a un peu d'administratif, etc. Donc, vous avez des marges opérationnelles dignes du logiciel, alors que est-ce que la valeur ajoutée de cette entreprise est digne d'un logiciel? Ouais, j'en doute fortement. 13% de taux de marge net, très, très bien. Donc, taux de marge net élevé, on est presque dans du luxe. Et encore plus en termes de free cash flow. Voilà, parce que vous n'avez pas besoin de faire la dépense en capital, on va le voir après, puisque en fait, une fois que vous avez votre IT en place, vous devez faire uniquement les ajustements quand il y a des changements réglementaires. Donc forcément, pas besoin de dépenses en capital constantes. Donc sur les marges, évidemment, c'est bien. Au niveau des free cash flow par rapport au bénéfice net, donc un free cash flow au double, voire plus, 2 fois et demi plus que les bénéfices nets. Au niveau du BFR, c'est négatif, nécessairement, puisqu'on vous donne de l'argent et ensuite vous le débloquez de façon rationnée bien plus tard. Donc forcément, pas besoin de financer l'activité, elle se finance toute seule. Donc ce BFR, il est de plus en plus négatif en plus, ça c'est très bien. Si on regarde les CAPEX face aux dépréciations, amortissements et aux earning cash items, vous avez
à peu près, vous avez un petit peu plus de CAPEX que de dépréciation et amortissement et aux alentours de cash items. Bon, en fait, on maintient l'appareil productif, mais c'est tout. Et on n'a pas besoin de surinvestir dans enfin, en gros, dans l'IT, hein, pour cette entreprise. Donc là, vous n'avez pas toute la différence entre pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie pour en avoir le cœur net. Donc pour être plus juste avec l'entreprise, il vaut mieux utiliser le free cash flow plutôt que les bénéfices nets, hein, puisque en fait, c'est pas une entreprise qui a besoin. Donc c'est ça qui est paradoxal. On fait beaucoup de croissance grâce à la croissance externe et donc et sans grosses dépenses en capital, hein. Donc ça vous fait des free cash flow énormes et donc pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. Alors s'il y a de la dette, il vaut mieux prendre la valeur d'entreprise, mais bon, le multiple de valeur d'entreprise sur free cash flow ou valeur d'entreprise sur résultat net, c'est pas utilisé. Donc s'il y a de la dette, on tirera plutôt valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, donc hop, la rentabilité, rendement des capitaux investis en médiane 16%. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais actuellement on a 15,3. C'est énorme, hein, c'est une très très bonne rentabilité, mais il n'y a pas de capital à investir. Ce sont vos clients qui vous donnent le capital, donc vous avez de l'argent gratuit, donc forcément la rentabilité est énorme. Au niveau de l'endettement, bah, c'est cash net, forcément. Mais attention, ce cash net, il appartient pas à l'entreprise. Ce cash net, c'est l'argent qui est fourni par les entreprises. Donc, cet argent, il ne peut pas être rendu, on va dire, aux actionnaires massivement. En revanche, les intérêts générés par les placements, bah, ça appartient à l'entreprise. Donc, vous avez une ressource gratuite qui vous génère 2 à 3 d'intérêt par an. Bon, c'est plutôt le placement monétaire actuellement en euros, c'est plutôt 2. Bon, donc c'est-à-dire que depuis le début de la cotation, là, on a accumulé 360 millions. Alors, c'est pas depuis le début de la cotation, c'est depuis 2021. 360 millions d'intérêts. Voilà, gratuitement en fait, hein. Donc, façon de parler, hein, je caricature, évidemment. Donc, bah, c'est très rentable, hein, comme business. Ça améliore évidemment, ça améliore le résultat financier et donc le résultat net derrière. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. Si on regarde, hop, les dividendes par rapport au free cash flow, 51 millions de dividendes face à 280 millions de free cash flow. Autant vous dire qu'ils sont pour l'instant, en termes de payout ratio, pas très généreux, hein. Donc, ils ont fait quand même du dividende important en 2022, mais ça, c'était avant que ce soit coté. Donc, peut-être qu'ils ont remonté des dividendes à la maison mère. Donc, 51 millions avec une market cap de 2,6 milliards. Bon, bah, ça vous fait quand même 2%. Voilà, ouais, 2%. Bon, il y a des rachats d'actions. Ça a du sens si l'action est sous-valorisée, on va aller regarder ça. Donc, rendement total de l'actionnaire, si ces actions achetées sont annulées, ce qu'il faut vérifier quand même par ailleurs, parce que l'outil, lui, considère que ces actions achetées sont annulées, ce n'était pas forcément le cas. Donc, rachat d'actions plus dividende, 3,4% de rendement d'actionnaire, intéressant. Quand même, c'est déjà intéressant à ce niveau. Au niveau de la valorisation, on va se mettre en price of cash flow. C'est pas très cher payé, hein. On est à 9,4 contre une médiane de 9,8, donc on est pile sur la médiane. Après, il n'y a pas d'historique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller comparer aux copains. On va regarder Edenred, ancienne filiale d'Accor. Alors, en termes de market cap, est-ce que c'est comparable? Edenred est quand même 2 fois et demi plus gros. Et si on regarde, bon, c'est quand même comparable à mon avis. Si on regarde un price to free cash flow, ça se paye pareil. Donc, par rapport au comparable, il n'y a pas forcément on va dire, des cotes significatives sur Pluxee par rapport à Edenred. Voilà. Conclusion du dossier. Donc moi, je me tiens bien à l'écart de ce genre de dossier, hein, qui peut subir des conséquences réglementaires, des changements réglementaires. Et puis, pour les gammes, hein, ils opèrent pas qu'en France, hein. Il peut y avoir des changements réglementaires au Brésil, par exemple, où ils opèrent, en Roumanie, où ils viennent faire une acquisition. Donc ça fait plein de marchés différents à surveiller avec des changements réglementaires qui peuvent tout de suite impacter le résultat financier, le résultat net. Enfin, donc il faut l'avoir en considération. Voilà. Si vous avez ce risque réglementaire, si vous le supportez, donc moi je pense que justement la valorisation, elle prend en compte ce risque. Donc si vous voulez prendre en compte ce risque, si vous êtes prêt à subir ce risque, vous avez quand même une rémunération de l'actionnaire qui est intéressante, 3,4%, c'est pas mal. Et on va dire une valorisation qui n'est pas excessive, qui peut quand même en excès, voilà, on se paye, ouais, on va dire à la louche 9,5, en excès ça peut se payer 11 fois. Moi je pense guère au-delà parce que c'est risqué. Donc ça vous fait quand même un bon petit potentiel. On va dire qu'il y a une petite marge de sécurité avec un rendement d'actionnaire intéressant et une croissance intéressante pour l'instant, surtout obtenue par acquisition. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.